Donc là, aujourd'hui, Oui. quand on évalue en effet l'activité de la maladie, on voit que vous avez quand même pas mal d'articulations gonflées et douloureuses. Et donc, au vu des analyses biologiques de l'examen, ça confirme vraiment bien le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Donc, comment ça se passe pour vous au quotidien? J'ai un petit garçon de 3 ans et je viens d'accoucher d'un petit garçon. Et c'est à l'issue de cet accouchement où j'ai eu les premiers symptômes, où on m'a diagnostiqué ma polyarthrite. Je ne peux pas porter mon bébé, je ne peux pas l'allaiter, je ne peux parfois pas me laver toute seule ou manger toute seule. C'est un peu difficile à évoquer, mais voilà, je suis triste, je suis très en colère d'avoir cette maladie parce que je tiens absolument à comprendre pourquoi j'ai cette maladie, mais je ne suis pas sûre que je puisse le savoir. Et bien évidemment, je suis surtout très très douloureuse. Aujourd'hui est un jour, ça va, où j'ai pu venir par moi-même, j'ai pu venir avec mon petit garçon, mais voilà, ça reste un jour exceptionnel parmi des jours et des nuits difficiles. Par rapport à ce que vous racontez, le plus urgent, c'est des traitements qui vous soulagent. Qui en quelques jours fassent que vous n'ayez plus mal, que vous dormiez la nuit, que vous puissiez porter votre bébé. Après, il y a d'autres types de traitements qu'on appelle les traitements de fond. On commencera probablement par du méthotrexate. Et c'est des traitements qui permettent au long cours d'éteindre la maladie. Et ceux-là, ils ne sont pas compatibles avec l'allaitement. Mais ça, on verra quand ça sera le moment pour vous. J'ai besoin aussi de comprendre finalement le mécanisme des traitements sur ma maladie. Je crains les effets secondaires. Donc, c'est vrai que On propose aussi en parallèle des activités qu'on appelle un programme d'éducation thérapeutique qui est proposé par des animateurs qui sont des soignants ou des patients formés. Et en fait, ces ateliers de groupe vous permettraient d'échanger autour de la maladie pour comprendre ce que c'est que cette maladie, comprendre comment fonctionnent les traitements. Oui, c'est important pour moi ça. C'est important pour vous. Alors en fait, c'est des ateliers qui ont lieu 1 à 2 fois par mois. Il y a des thématiques très variées. Donc il y a un atelier sur le mécanisme de la maladie, un atelier traitement là, qui correspondrait vraiment à ce que vous demandez. Mais il y a d'autres thématiques, c'est choisi à la carte. C'est un temps où on parle beaucoup aussi des peurs de chacun. Donc ça, je pense que ça va vous aider. Bon, je vais essayer. On va commencer sur un atelier vivre au quotidien avec la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aborder toutes les difficultés rencontrées par chacun. Je suis, comme vous, une patiente. J'ai une polyarthrite rhumatoïde. J'ai présenté 2 des 10 diplômes universitaires, ce qui m'a permis de co-coordonner ce programme avec Sylvie Fabre. L'équipe du programme d'éducation thérapeutique est composée de personnes formées en éducation thérapeutique. Il y a évidemment des soignants, mais il y a aussi beaucoup de patients qui se sont formés. J'ai eu envie de proposer une prise en charge complémentaire au suivi classique, où on organise des temps en groupe avec des patients pour parler justement de cette vie quotidienne des gens, leur permettre un échange entre patients. Je considère que c'est dans le passé, mais j'ai toujours la hantise que la maladie revienne et que je revive ce que j'ai vécu, notamment le mois de juin 2018, où j'ai passé le mois de juin complètement alité, sous double traitement de morphine. J'ai perdu 9 kilos, le moral pas dans les pieds, j'avais tellement mal aux pieds aussi que je ne sais pas où il était, mais voilà. C'est mon premier atelier. Donc avec mon mari, j'en parle pas. Lui, il me voit pas du tout malade. C'est voilà quoi. Donc c'est compliqué. La famille proche, ils comprennent pas non plus. Et moi, je le vis comme un handicap. Donc c'est un peu plus que voilà, je le vis comme un handicap. Et ça, j'ai l'impression que c'est invisible en fait. Surtout trouver une solution pour plus avoir mal à mon genou droit et mon tendon gauche. Le restant, je peux encore. Tendon du genou? Tendon du pied, derrière le... Ouais. Que soit, ça reprend toutes tes idées? Ah, il y avait la mauvaise humeur aussi. Ah, oui, la mauvaise humeur. Et vous êtes fatigué? Alors, Olivier, il adore se balader dans la forêt, des choses assez simples. Et ils ont organisé un voyage en montagne. Les patients, pendant les ateliers, savent que je suis médecin, mais je me positionne plus comme quelqu'un qui va animer et
faire comme une collecte des expériences de chacun. Et puis parfois, il y a des réponses très techniques, très précises, très scientifiques auxquelles je peux répondre. Quelqu'un a donné l'idée de ménager des temps de repos. Alors ouais, on fait un petit tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'arrive à prévoir avant, dans mon planning, des temps de repos ou une journée blanche, ben ça va beaucoup mieux que si je dis je vais tout faire et que je ne le fais pas. Quelque part, il y a les articulations, mais il y a aussi Le mental. le mental. Dès qu'on sent que ça ne va pas, on se laisse un peu envahir. Oui. Donc, si on est occupé à quelque chose, à marcher, ou ben on évacue un peu. Et ça, je repense à... On avait fait un atelier comme ça avec Stéphane, qui a des enfants petits. Et quand il organise des sorties avec Stéphane, pour ceux qui connaissent Stéphane, il nous racontait qu'il organisait des choses, et s'il pouvait faire, il faisait tout. S'il ne pouvait pas, il s'arrêtait, mais il ne culpabilisait pas d'empêcher les autres de faire. Et je proposais à Johanna, peut-être voir avec Nadine si il te reste quelques brochures là, qui sont très bien faites, enfin que moi je trouvais très bien faites, parmi les toutes dernières là, sur la douleur et tout ça. Et peut-être les laisser traîner sur la table de chevet pour que son mari les lise. Et voilà. Convivialité, Échanger, information, Écoute. partager, La convivialité. Donner mon témoignage. Comprendre la vie des gens dans leur quotidien. Je suis déléguée de l'association AFPRIC, Association française des polyarthrites rhumatoïdes et rhumatismes inflammatoires chroniques, pour le département de l'Hérault. Une association créée par des patients, pour les patients, et ses missions, c'est d'informer les patients, de les renseigner, de les aider dans la maladie à être autonomes. Donc alors, je voulais savoir, en tant qu'association, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez pour les patients, comme moi. Mon association, la FPRIC, on est là pour vous renseigner, pour vous informer sur la maladie, vous aider en tant que patient pour rester autonome et mieux vivre la maladie. Donc, vous avez vu ici, il y avait des conférences par des médecins, des rhumatologues de haut niveau, mais en plus, j'ai un programme d'éducation thérapeutique à la clinique Beau Soleil à Montpellier que je co-coordonne avec le docteur Sylvie Fabre. Et là, vous pouvez avoir des ateliers d'éducation thérapeutique. C'est des ateliers où il y a plusieurs patients et chaque fois il y a un thème, un sujet qui est abordé. Cette petite brochure qui vous donnera quelques renseignements, c'est... Mais concrètement, excusez-moi, concrètement, ça consiste en quoi exactement? Vous parlez d'éducation thérapeutique, d'atelier, on vient à un atelier... Voilà, c'est libre, c'est gratuit. C'est libre, c'est gratuit. Oui. Et vous rencontrez d'autres patients qui ont une pathologie inflammatoire. Donc, vous pourrez échanger avec les patients et poser des questions aux rhumatologues spécialistes durant 2 heures. Donc, on abordera le sujet en entier. Si c'est les causes de la maladie, vous saurez tout sur les causes. Si c'est les traitements, vous aurez un point de vue global sur les traitements. Il faut s'inscrire longtemps à l'avance ou Ça dépend. Il y a Ça des dépend, ateliers qui sont ouais. très demandés. D'accord. Mais n'hésitez pas dans la semaine à me contacter. D'accord. Par mail, par téléphone Vous avez ici les coordonnées. D'accord. N'hésitez pas. D'accord. Voilà. Ok, et bon, j'espère qu'on se reverra bientôt pour répondre à toutes vos questions et vos interrogations. Ok. Au travers des ateliers, c'est une fenêtre pendant laquelle on est entre malades, dans laquelle on essaie de s'apporter mutuellement sur les différents parcours, sur un certain nombre de bonnes pratiques qu'on a eues au travers de la maladie. Quand on est au bout d'un certain temps de la maladie, qu'on ne trouve pas forcément le traitement, parce que c'est des maladies complexes, quand il y a des réunions de famille, quand la famille nous demande, au bout de la 5e, 6e année où on dit non, je suis encore pas bien, il y a une espèce de lassitude qui se met en place. Alors que dans les ateliers, on peut évoquer ça sans tabou, sans avoir peur de jugement, d'embêter les autres. On est tous plus ou moins avec les mêmes parcours, où la maladie, elle met du temps à se stabiliser, elle met du temps à être atténuée. Donc ça permet aussi de s'entraider, de voir qu'on n'est pas seul. Alors j'ai témoigné à la fac parce que je voulais expliquer à ces futurs médecins qu'il fallait absolument qu'ils prennent en compte, qu'ils prennent le temps surtout de bien écouter les patients et les demandes des patients.
Et pas simplement regarder s'il a une articulation gonflée ou pas, si le traitement fait de l'effet ou pas. Il y a tous les problèmes qu'on a dans la tête ou les questions qu'on a à se poser auxquelles il faut qu'il réponde absolument et qu'il soit attentif. Ces difficultés, c'est quand même les déplacements, les transports et financiers. Elle a une spondylarthrite depuis très longtemps, 1983. Elle a des objectifs de connaissances supplémentaires concernant sa maladie et elle va en parler à son fils. Evelyne, vous êtes 5 à être bien connectés. Il y a encore une personne qu'il faut qu'on assiste avec Axel. Pour animer les ateliers d'éducation thérapeutique en télémédecine, on utilise un logiciel de réunion à distance sécurisé qui nous permet de partager avec les patients un écran, la voix, les silences. Et en fait, on a beaucoup d'émotions qui passent. Je suis pharmacien et je travaille à l'unité transversale d'éducation du patient. Et je suis là avec Sylvie, le docteur Fabre, pour animer avec vous l'atelier. Comment vous vous présenteriez? Et un peu aussi comment vous vivez les choses avec votre maladie. Et troisièmement, qu'est-ce que vous attendez de cet atelier? Les difficultés, c'est physique des fois. Donc il y a des fois où je ne peux pas vraiment faire tout ce que je veux faire. Parce que j'ai mal de partout et c'est compliqué. Et puis je suis fatiguée. Puis avec mon fils, des fois, c'est pas simple non plus. Il doit un peu conjuguer avec les moments où ça va pas et les moments où ça va très bien. Mais là, en ce moment, ça va très bien. On entend votre sourire en télémédecine. Et les gens souvent ne comprennent pas. Voilà, ça peut être très très violent comme douleur. Donc pouvoir échanger, oui, avec d'autres personnes pour sortir de sa bulle. Aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant et ben, quand on est en fauteuil roulant, on grossit un petit peu plus vite que les autres parce qu'automatiquement on peut pas faire de sport, on peut pas marcher. Moi, j'aimerais avoir des conseils pour éviter d'avoir une bouée autour de la taille, par exemple. Voilà. Donc je vous propose de réfléchir à 3 mots et 3 idées clés. Et vous pouvez me les envoyer, comme tout à l'heure, on a essayé de faire avec le chat. Moi, c'est pareil, j'essaie de l'expliquer à mon fils et du coup, faire des choses un peu plus posées que je peux encore faire quand je peux le faire. De tout combiner, de vivre avec, d'accepter. Les jours où ça va pas, de me dire juste que ça va pas, et les jours où ça va, me dire ça va, c'est cool. Je vais répondre par rapport à Florence sur la mise en pratique de l'activité physique. On peut en faire en fauteuil, mais c'est juste qu'on va axer plus sur le haut du corps et au niveau de la ceinture du coup abdominale. Donc ça peut être sur le muscle transverse et aussi au niveau des lombaires. Il y a un autre aspect en télémédecine. Je pense qu'il y a des patients qui n'auraient jamais participé en groupe. Il y a des gens qui ont peur du groupe, qui ont peur du regard de l'autre, surtout dans la polyarthrite rhumatoïde où il y a une perte de l'estime de soi, de son image, les mains déformées. Ça a permis à des patients de participer, de préserver l'anonymat. Ça m'a donné une aide, moi, en consultation, envers le médecin. Je perdais mes moyens. J'avais plein de questions en rentrant, des questions me concernant sur mon traitement, sur ma santé, sur mes douleurs, voilà. Et j'arrivais pas à les poser, ou quand je posais et qu'ils me répondaient un peu vite, je n'osais pas revenir dessus. Et le fait de participer aux ateliers en télémédecine, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait évoluer. Si vous avez la moindre douleur dans la position dans laquelle vous êtes, vous changez de position. C'est un atelier d'éducation yogique adapté à des patients ayant des pathologies rhumatismales chroniques. Quand on commence à allonger, on reste longtemps allongé. Quand on se met debout, après on reste debout aussi assez longtemps. Moi je fais attention aussi qu'il y ait peu d'appui sur les poignets, je fais attention aux chevilles, je m'adapte aux difficultés d'articulation, des genoux, des hanches. Mais aussi, je sais quand chaque participante arrive, où elle a mal, comment elle se sent. Et donc effectivement, moi j'ai toujours des options. C'est-à-dire que je prépare un cours avec des idées
de ce que je veux faire travailler, mais je m'adapte en permanence. Le yoga, ça sert à l'arrêt des fluctuations du mental. Et les exercices corporels de respiration permettent de mieux se connaître et au final de développer la santé qui est en soi, de pouvoir se connecter en tout cas à l'espace de santé qui est en soi. Tout en gardant le genou bien tendu. Merci. Voilà, vous pouvez soutenir la jambe avec vos mains ou pas, enfin faites comme vous voulez. À chaque expiration, tu essaies de relâcher. Ça fait du bien au niveau de la circulation. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez le dos droit. Non seulement il faut avoir un cul de poule, mais il faut continuer à faire la belle. Il faut faire le coq en fait. Alors, tu continues à faire la belle. Le coq qui vient après. Hein. Donc, une poitrine en avant. Et tu descends. Cette convivialité, cette compréhension des unes par rapport aux autres a été pour moi extraordinaire. On se fait jamais mal, on fait toujours tout en douceur et on prend le temps de le faire. Et on apprend à le faire tranquillement et doucement. Je suis pas très bien, tout ça, je viens, après je suis bien. Donc ça a un impact. Je pense parce que ça décontracte et que du coup, on est moins douloureux. C'est un anti-stress. Des contractions. Ahimsa, bulle de bien-être. Je vous inviterai à fouiller les matières qui sont dans ce panier et de vous saisir de la matière qui vous a interpellé au niveau de la sensation, au niveau de vos doigts. L'art-thérapie, je dirais que ça permet deux choses. Ça permet de se relier à son élan créateur. Et la deuxième chose, c'est aller déplier, dénouer des problématiques personnelles par l'œuvre créée. Toutes elles ont parlé d'une forme d'enfermement lié à la maladie, enfermement au niveau du geste, qui entraînait un repliement, j'ai envie de dire, de l'estime de soi. Et donc, avec l'art-thérapie, ça, c'est la bascule inverse, en fait. Ça amène de l'ouverture. Je trouve que l'aquarelle, c'est très, très doux, c'est absorbé par le papier, ça donne un sentiment de bien-être et d'être un peu dans un cocon, quoi. Donc voilà, c'est une façon aussi de se retrouver avec des émotions qu'on avait peut-être laissées de côté. Presque à chaque fois, j'ai retrouvé en fait des vieux souvenirs. Ça fait ressortir des vieux souvenirs de bonheur ou de tristesse, ou enfin des vieux souvenirs que j'avais enfouis en fait. Voilà. Bien. Satisfaite. Oui. Bousculée. C'est très paradoxal en fait, il y a des couleurs, il y a du blanc, il y a de la mort, il y a de la vie, il y a un chemin. La vie, le chemin, la mort. Ça me faisait un peu retomber en enfance. Quand j'étais chez mon grand-père et qu'on faisait de la terre glaise au fond du jardin, avec mes cousines. En fait, ça m'a redonné l'envie de me servir davantage de mes mains et de faire par moi-même. Bien-être. Satisfaite en soi. Parcours laborieux. Aventure. Je suis médecin de formation, médecin interniste, et en fait j'ai une pratique régulière moi, de méditation depuis de nombreuses années, depuis les débuts de mes études de médecine, et il m'a toujours semblé que c'était quelque chose qui pouvait apporter beaucoup aux patients. On a tous des ressources et qu'en fait on peut entraîner, qu'on peut développer. Et la pratique de la méditation pleine conscience, c'est une pratique qui permet de développer ces ressources et donc d'augmenter nos capacités d'adaptation face à un stress qui soit psychique, mental, physique. J'ai eu ce sentiment-là de l'existence de plusieurs vides, en fait, de plusieurs états sans les penser. J'essaie d'abord de mettre un temps de méditation tous les jours, mais bon, c'est pas toujours faisable. Et voilà, quand je suis fatiguée, je me dis tiens, je vais faire la méditation. Enfin, c'est vraiment un automatisme qui est rentré dans ma façon d'être. Le cou et la tête au sommet de la posture, se dirigeant vers le plafond, le ciel. Et on peut rentrer légèrement le menton vers la gorge pour favoriser un alignement des cervicales avec un axe vertical passant par la colonne vertébrale.
façon dont je me comporte en faisant le lit, je monte dans la baignoire, enfin tout ce que je fais maintenant, je fais attention à la façon dont je le fais. De bouger en pensant qu'on a mal, mais qu'on a mal, enfin, et que donc on prend soin de soi dans la façon dont on le fait. Une fois l'exercice fini, ça change tout. C'est incroyable. Ça, c'est... On partage complètement. Hein, c'est fou, ça. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut régler des bâtons de marche nordique? Glisser la main à l'intérieur et le pouce ici passe dans le trou. Voilà. Et en fait ici, il n'y a pas besoin de trop serrer. En fait, Oui, voilà. c'est un maintien. Gloria, moi c'est Daniel, j'arrive aujourd'hui. Ah bon, Voilà. Les bâtons, c'est pour se propulser et pour s'équilibrer. D'accord? C'est vraiment ce mouvement. Je viens ici devant, je viens ouvrir sur les épaules. On est vraiment dans un cadre d'activité physique adaptée. Donc la marche nordique, en fait, ce qui est intéressant par rapport à la marche classique ou la randonnée, c'est que ça va en fait beaucoup plus être sur la propulsion. Et en fait, on n'a pas besoin de saisir les bâtons, ce qui fait que pour les personnes qui ont des rhumatismes inflammatoires, ça évite de devoir serrer le bâton et d'avoir des sensations de gêne au poignet ou différentes choses. Et ça réduit aussi le poids un peu sur les jambes, donc il y a une meilleure répartition de l'effort. En fait, il ne faut pas trop réfléchir, c'est-à-dire que si on perd un petit peu le rythme, voilà, bah oui, on réfléchit parce que c'est le début. Il faut que ça vienne naturellement, c'est-à-dire que si on a besoin de poser les bâtons pour s'appuyer pour monter, on le fait. C'est-à-dire que là, on va mettre le pied en même temps qu'on met le bâton. Et on va marcher en fait de cette façon. S'il faut, on va moins vite. Que ce soit ma fille ou mes petits-enfants qui font beaucoup de randonnées, depuis 2 ans, j'arrive plus du tout à les suivre. Donc j'ai complètement arrêté la marche depuis au moins 2-3 ans. Voilà, donc la marche nordique et les conseils d'Axel m'ont permis de recommencer. Je me rends compte que je vais pouvoir un peu suivre les gens qui marchent un peu plus vite que moi et que je n'arrivais plus à suivre. Toi, tu vas refaire un tour. Moi, je ne fais pas un tour là, hein, c'est bon. Et c'est plus le muscle juste au-dessus de la cuisse qui va venir tirer. Du coup, il faut tirer comme si on vous tirait comme ça sur les bras. Voilà, et du coup, ça doit tirer ici. C'est la joie. Du plaisir. Motivation. Le partage. Oui, sympa. Là maintenant on en est à, depuis la dernière fois, maintenant on en est à 6 mois du début du traitement, donc ça va quand même beaucoup mieux. Et alors par contre vous avez participé aux ateliers d'éducation thérapeutique, comment ça s'est passé pour vous? Enfin, qu'est-ce que ça vous a apporté? Déjà par rapport à ce qui m'inquiétait sur les traitements, j'ai beaucoup apprécié en fait de rencontrer des personnes pour lesquelles les traitements avaient fonctionné. Parce qu'au début vous aviez peur. Oui, voilà, donc ça a été le moment le plus important parce que ça m'a permis effectivement grâce à leur témoignage, de voir qu'ils arrivaient à fonctionner correctement dans leur vie, pour certains à maintenir leur activité professionnelle ou à des activités sportives. Après, la chose intéressante aussi pour moi, c'est que j'ai pu effectuer aussi des ateliers de chez moi. 1 ou 2 fois quand j'ai pas pu sortir parce que j'étais trop fatiguée. Donc ça, en télémédecine. Voilà, c'est ça. Et ça c'est super par exemple, voilà, parce que ça correspond vraiment à où j'en suis de ma vie parfois. Et là dernièrement j'ai pu commencer une activité sportive en effectuant de l'activité physique adaptée. Donc, ah oui, dans le parc avec voilà, Axel, dans le groupe la marche nordique. Ouais, donc ça c'est une révélation pour moi. Ah super. Voilà. Parce que c'est ça, l'éducation thérapeutique, c'est un outil pour trouver le docteur qui est en soi. Une sorte de développement personnel. Voilà. Et la maladie chronique a été ce déclencheur qui peut mettre, qui peut transformer ça. Ça a beaucoup changé ma relation avec les patients que je suis pour des maladies chroniques. J'ai beaucoup mieux compris ce que c'est pour eux de vivre avec la maladie dans leur quotidien, dans leur travail, avec la famille. Et il y a autre chose qui change aussi, c'est que les patients qui ont participé aux ateliers, quand je les retrouve en consultation, ils s'autorisent beaucoup plus de choses.
ils parlent plus d'eux parce qu'ils se rendent compte que ça nous intéresse, nous les soignants, et en particulier, moi en consultation, ça m'intéresse beaucoup pour les aider à choisir les traitements. Et je pense qu'il y a une parole libérée. Je prends plus en considération leur cadre de vie, leur mode de vie, et je fais bien attention à ne pas minimiser les choses. Je pense que j'ai plus d'empathie et que je me rends mieux compte des difficultés qu'ils peuvent avoir. Oui, sympa. Le partage. C'est un anti-stress. Décontraction. Ahimsa. Aventure. Bien-être. En soi. La convivialité. Échanger. Partager. Entraide. Écoute. Information. Donner mon témoignage. Casser ses représentations. Aller plus loin. Comprendre la vie des gens dans leur quotidien. Et un don dans tous les sens.